Bonjour à tous, bienvenue à cette rencontre-conférence du Hub créatif de Verviers, une initiative de la ville de Verviers et de l'Interface à l'Université de Liège et plus particulièrement de Liège Créative. Merci de nous avoir rejoints si nombreux ce matin. Alors, cette rencontre-conférence est organisée en partenariat avec le réseau alimentaire de l'arrondissement de Verviers, le RATAV. Il y a 3 ans, le RATAV, en partenariat avec le Hub, se posait la question de savoir et si le développement des circuits courts était une réelle alternative pour le renouveau de l'arrondissement de Verviers. 3 ans plus tard, sous l'impulsion de l'équipe du RATAV et grâce à l'énergie de nombreux acteurs sur le territoire, la réponse est incontestablement oui. Oui, notre arrondissement est devenu un véritable laboratoire de la transition alimentaire. Pour preuve, toujours sous l'impulsion du RATAF, les 20 bourgmestres des communes francophones de notre arrondissement ont ratifié la charte de Milan qui prône l'engagement de soutenir une alimentation saine, nutritive, mais surtout locale. De plus, notre territoire a été scruté et analysé comme projet pilote par une équipe de chercheurs réputés, dont Olivier de Scutter, ancien rapporteur spécial de l'ONU sur le droit à l'alimentation. Alors, cette équipe de chercheurs avait également étudié au préalable la vallée de la Drôme, un territoire souvent cité en exemple pour son avance sur les questions de la transition. Alors, ce matin, nous avons voulu croiser les regards entre deux territoires, avec l'intervention d'Olivier Massico, co-créateur du Territory Lab, et nous avons voulu croiser son regard avec deux intervenants, deux autres regards, le regard de Philippe Cronia, directeur de Bio-Wallonie, et de Christian Mulders, attaché à la cellule d'intégration agriculture-environnement du SPW Wallonie. Donc, bonjour à tout le monde, donc Olivier Massico. Je suis très honoré d'être là, et content. Je me suis rendu compte que le lien qui m'avait amené ici, donc c'est le RATAV, avec Vincent Laviolette, en fait, qui est passé nous voir dans le territoire de la Drôme. Et je viens de voir en fait que j'ai une très bonne connaissance qui est là en train de participer, c'est Déborah Marek. Déborah qui m'a formé à l'intelligence collective, il y a de cela bien longtemps. Voilà, bah, écoutez, je vais faire assez court. Enfin, une petite structure en fait de présentation. Je vais vous dire qui je suis rapidement. Après, je vais vous parler de la vallée de la Drôme en fait, en chiffres, pour vous positionner un peu ce territoire. Puis après, j'avais envie de vous parler de la naissance du projet de territoire donc et de transition BioVallée, pour arriver après à atterrir sur, le Territory Lab, voilà, qui est, le projet de recherche-action dans lequel j'évolue. Donc, personnellement, Olivier Massico, je vais avoir bientôt 44 ans. Je suis un habitant de la vallée de la Drôme. Je suis papa de 2 jeunes filles. Je suis arrivé dans la vallée de la Drôme en 2007, donc ce qu'on appelle un peu un néo. Heu, J'y suis arrivé simplement par une motivation personnelle, l'envie de partir de la région parisienne où j'habitais pour, venir tranquillement, fonder une famille, dans la nature. Et depuis, en fait, bah, j'ai œuvré sur ce territoire tout en continuant à sortir un peu de ce territoire. Moi, mon métier, c'est ce qu'on appelle un facilitateur ou un conseil, accompagnant sur les questions de dynamique collaborative dans les organisations, avec des territoires, mais plus dans les organisations, donc en France, entreprises, associations, syndicats et autres. Heu, voilà, ça, c'est donc mon métier. Et donc c'est un métier qui m'emmène souvent en dehors du territoire et c'est un métier que j'ai voulu en fait, relier en fait à ce territoire. C'est pour ça que j'ai créé nous avons co-créé un projet de recherche action transmission qui s'appelle le Territory Lab, dont je vous parlerai tout à l'heure. Voilà, qui était une manière pour nous d'essayer de relocaliser notre activité de consultant et tout en, participant en fait à la vie de ce territoire, à la vie de la transition de ce territoire. Et je terminerai là-dessus et je suis aujourd'hui aussi administrateur de l'association BioVallée, on va en reparler, qui est l'association qui anime le projet de territoire, BioVallée. Donc écoutez, je vous fais vite. En fait, la vallée de la Drôme, ce que je vous ai dit en chiffres, alors je voulais vous mettre un petit plan exactement où c'était en France. C'est assez simple, c'est entre Lyon et Marseille. Entre Lyon et Marseille, vous avez une ville de province qui s'appelle Valence. Et d'un côté, vous avez l'Ardèche, les Belges connaissent bien en général, et de l'autre côté, la Drôme. C'est au pied du Vercors, vraiment. En fait, la vallée de la Drôme part d'est en ouest.
Vous la voyez là, en fait, au pied du Vercors. Donc, c'est le bassin versant d'une rivière qui s'appelle la Drôme, qui a pris aussi, dont le département a pris le nom. Et ce qui est intéressant, en fait, dans cette vallée, en tant que territoire, c'est souvent quand on parle de dynamique de territoire ou de projet de territoire ou de résilience territoriale, on se pose toujours la question de quel territoire on parle et on verra, en fait, c'est un questionnement en tant que tel. Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans cette vallée, vous avez vu, je vous ai mis en rouge, en bleu la Drôme, comment, en fait, elle fait son lit et tous ses affluents ainsi qu'en Tourret, c'est ce que j'ai mis, c'est les petits col que nous avons en fait sur la vallée de la Drôme, en fait. Donc du coup, c'est une vallée qui est pas fermée en fait. Elle donne à la fois sur les Alpes et à la fois sur le couloir rhodanien. Et ce que je voulais vous dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est que c'est un système naturel dont les frontières sont claires et palpables. C'est-à-dire que le territoire de la vallée de la Drôme, c'est le bassin versant d'une rivière. C'est donc une forme de biorégion ou en tout cas d'entité géographique claire, voilà, établie. En quelques chiffres, la vallée de la Drôme, là, vous la revoyez, à sa manière, c'est à peu près alors même à peu près entre 90 communes, là c'est 83, mais c'est plus autour de 90. C'est à peu près 55 000 habitants, là, les chiffres que j'ai sont un peu plus anciens. C'est 1 140 km², voilà, c'est la rivière Drôme coule sur 100 kilomètres à peu près. Voilà, 116 espèces à forte valeur, patrimoniale, 26 de terres cultivées et 50 de terres boisées, ce qui est intéressant. Donc ça, on parle bien là d'un territoire rural avec une forte présence, de la forêt et qui a une densité relativement faible. Je ne l'ai pas là. Si, non, je ne l'ai pas là. Mais en tout cas, voilà, c'est, beaucoup de kilomètres carrés pour peu d'habitants. Hem, ce qui est intéressant quand on parle de cette vallée, c'est de se poser la question de son identité, de la singularité de son identité. Alors ce que je vous disais, c'est que clairement, c'est un territoire rural et agricole. Et clairement, il y a une présence forte, en fait, d'éléments naturels sauvages, de forêt. En fait, la vallée de la Drôme, si on revient sur ce schéma de départ, vous voyez bien, en fait, au niveau, urbanisation, vous avez la partie à gauche de votre écran qui est le couloir rhodanien, donc vous avez une forte densification urbaine. Enfin forte, c'est un grand mot. En tout cas, il y a un gros maillage à la fois agricole, en fait, et urbain. Et plus vous allez vers, l'est, c'est-à-dire le Diois, qui est une entité, régionale, sous-régionale. Là, on va être plutôt dans, le Vercors, les réserves naturelles, et beaucoup de montagnes avec beaucoup de forêts. Donc c'est assez intéressant de voir que c'est un territoire finalement qui, du fond de la vallée jusqu'à son embouchure dans le Rhône, va rentrer dans une forme de densification urbaine. Donc je reviens sur son identité singulière, voilà, ses spécificités culturelles quand on y pense à la Drôme, ce qui est intéressant, c'est l'accueil, c'est-à-dire c'est un territoire qui est réputé en fait pour être accueillant et qui a une histoire d'accueil. C'est-à-dire, il y a eu pas mal de vagues en fait de nouveaux arrivants, tout au long de l'histoire. Il y a eu, si je remonte un peu, il y a eu les Romains à l'époque des Voconces, des Gaulois, puis après en fait vous avez les protestants, puis après il y a eu les 68 arts et puis maintenant en fait vous avez tous les néos, de la génération transition, quoi. Alors un autre, point culturel assez fort, c'est la résistance, hein. On est au pied du Vercors. Le Vercors, c'était un des hotspots des maquis, de la résistance de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, sur le territoire, vous avez un maillage de différents, lieux mortuaires ou mémorials de la résistance. Donc il y a quelque chose autour de la résistance qui est fort dans ce territoire et c'est aussi un territoire de croisement de regards. C'est-à-dire, s'il y a eu de l'accueil, il y a eu aussi beaucoup, en fait, d'échanges et dans ces échanges ont émergé, des nouvelles solutions, des nouvelles manières d'habiter le territoire. Voilà et puis il a des aménités, je terminerai là-dessus. Aménités, il faut entendre comme, des éléments, qui nous enchantent en fait, ou en tout cas qui sont peut-être pas spécifiés de manière très, concrète, mais voilà, qui génèrent chez nous en fait des formes d'émotions. Donc c'est un territoire qui a des paysages très doux, c'est des vallées très ouvertes par rapport à l'Ardèche qui a des vallées plutôt encombrées. C'est un territoire qui a des jeux de lumière très forts, parce qu'il est d'est en ouest, donc hein, c'est un territoire en fait qui est porté par une rivière qui est magnifique, qui est la rivière Drôme et c'est un territoire qui a une biodiversité très, très riche. Donc voilà, je fais rapide, une histoire de flux. Donc il y a une rivière vraiment qui le traverse, hein, qui est même sa ligne de vie, on y reviendra. Il y a beaucoup de flux de vent, c'est une zone de rencontre des vents. Il y a beaucoup de flux d'humains puisque c'est un est-ouest, donc qui vient des Alpes et de l'Italie vers le couloir rhodanien. Donc ça a toujours été une zone de commerce, un passage de commerce. C'est une ligne de train qui la traverse, c'est pareil, qui fait le lien entre Alpes en fait, et couloir rhodanien. Voilà, donc c'était juste pour vous parler des flux, qui sont des flux plus, pas des flux, de matière en tant que tels, mais des flux de mouvement, d'énergie en quelque sorte, ou en tout cas
des flux qui créent une forme de fluidité, je dirais comme ça, dans la vie en fait de ce territoire. Je ne vous parle pas des déchets qui rendent des énergies et autres, en fait, on est dans autre chose. Voilà, c'est un contexte socio-économique pluriel, plus de 1000 associations, densité faible, taux de chômage autour de 15%. Par contre, démographie positive, on y revient, et plus de 20% d'emplois en économie sociale et solidaire. Voilà pour le topo. Et j'en arrive là-dessus, c'est si je vous parle d'un territoire qui est la vallée de la Drôme, qui est un bassin versant d'une rivière, ce qui est intéressant, c'est qu'il est composé de 3 territoires administratifs, donc de 3 intercommunalités ou communautés de communes, donc qui maillent en fait le territoire, vous les voyez là. Donc c'est assez intéressant parce que du coup, en fait, elles évoluent chacune dans une partie en fait de cet écosystème naturel qui est le bassin versant. Et puis en dessous de ça, vous avez des territoires culturels qui ont une histoire dans le temps beaucoup plus forte que celle des intercos. Donc le Diois, le Crétois, le Saillant, le pays de Saillançon, le pays de la Gervanne. Voilà, donc du coup, c'est assez intéressant de voir que finalement, quand on parle d'un territoire, il y a tous ces maillages. Il y a la notion d'écosystème ou de biorégion, il y a la notion en fait de territoire administratif et puis il y a une notion de territoire culturel. Voilà, alors je vais en arriver là-dessus. Pourquoi on parle de la vallée de la Drôme aujourd'hui? C'est parce qu'en fait, c'est un territoire qui, en mon sens, a fait une transition très rapide et peut-être pionnière, c'est-à-dire qui a commencé il y a à peu près une soixantaine d'années. Et en fait, cette transition, son premier point d'ancrage, ça a été une régénérescence, on pourrait dire agricole. C'est-à-dire que l'arrivée des 68 arts dans les années 70-80, 60-70-80, s'est orientée vers des populations qui avaient envie, donc des urbains qui avaient envie en fait d'un retour à la terre, axé sur une agriculture plus respectueuse de la nature, donc l'agriculture biologique. Donc c'est intéressant de se dire ce qui a généré le début de la transition écologique forte de ce territoire, c'est finalement la régénérescence des sols, donc c'est-à-dire passer de sols qui étaient, abîmés à des sols, vivants, à des sols en fait, redynamisés par la pratique en fait, agroécologique ou biologique. Et aujourd'hui, on a 40 de surface des sols en fait, dans la vallée de la Drôme qui sont d'agriculture bio. Vous avez 80 de produits bio locaux en restauration hors domicile, voilà, 50 de moins d'entrants chimiques, voilà, un vignoble d'interpellation. Mais en tout cas, c'est ça à retenir, c'est que quand on regarde l'histoire de ce territoire, le premier élément, ça a été régénérer les sols. Et puis, en fait, cette régénérescence de sol, elle a elle-même créé quelque chose d'autre qui a été une alliance entre le bas de la vallée et le haut de la vallée. Parce qu'il se trouvait que dans les années 80, la rivière Drôme, mais aussi par les pratiques agricoles, était devenue une poubelle en quelque sorte. Tout le monde y jetait tous ces déchets, particulièrement les agriculteurs qui pouvaient jeter des sacs de DDT ou autres en fait dedans, donc d'engrais, de chimie et autres. Et donc c'était assez étonnant pour les gens de Laval qui voyaient une superbe rivière dans laquelle ils ne pouvaient pas se baigner parce qu'en fait, elle était polluée en amont. Et donc du coup, il y avait des paysages magiques parce que ça reste très beau, mais incapacité en fait de se baigner. Et donc du coup, c'est un des présidents d'Interco du bas de la vallée, la communauté de communes du Val-de-Drôme, qui est rentré en relation avec le président de l'Interco de l'amont, du Diois. Suivez, j'espère. Et ce qui s'est passé, c'est que le Diois était plus développé sur la question de la bio et le bas de la vallée plus urbain, mais le bas de la vallée avait envie d'une rivière plus saine. Et donc, du coup, il y a eu une alliance. Le haut de la vallée a apporté en fait son expertise en agriculture biologique, là où le bas en fait a fait un travail sur la question de la revitalisation, de la régénérescence de la rivière Drôme, qui s'est basé sur un choix stratégique hyper ambitieux et visionnaire, qui était au même moment en Ardèche. Il y avait cette même question de savoir quel développement allait prendre l'Ardèche en termes économiques. Ils sont partis vers une rivière de loisirs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de canoës et autres, et beaucoup de camping autour. Là, ils sont partis sur un choix de rivière sauvage, donc de redonner en fait à la rivière toute son ampleur de lit, donc de la ramener dans une dimension de réensauvagement, on va dire ça en fait aujourd'hui, et d'en faire vraiment une ligne de vie territoriale et un sens en fait collectif axé sur ça va être naturel, elle va être écologique, elle va être saine, donc du coup ça va créer quelque chose de l'ordre d'un soin sur le territoire. Donc je vais vous sortir de ça, hein, c'est la rivière Drôme, c'est le premier sage, donc schéma d'aménagement en fait, de rivière de France. Elle a gagné un prix international aussi par rapport à plein d'autres grandes rivières, voilà. Donc c'est super intéressant de voir que finalement les 2 premières régénérescences de la vallée de la Drôme, ça a été les sols, puis la rivière. C'est pas anodin, ce qu'on mange en fait et ce qu'on ingurgite. C'est quand même les 2 endroits quand on regarde la pyramide de Maslow qui sont assez importants. Et j'ai envie de dire que c'est depuis ce travail en fait d'alliance autour de la rivière, donc une obligation, de travailler ensemble en fait pour préserver un bien commun qui est la rivière, qu'on est arrivé en fait au projet de BioVallée, au projet de transition BioVallée. BioVallée, son nom, donc la rivière est aux origines. BioVallée, son nom en fait c'est, bio, bios,
Vallée. C'est pas la vallée du bio ou de la bio, c'est bios dans le sens de vivant. Initialement, ils voulaient l'appeler en fait la vallée du vivant, mais ça faisait trop hippie. Donc ils sont partis sur bios, plus, voilà. Mais du coup, ça a généré quelques tensions, mais en tout cas, voilà, ça a apporté ce nom. Et donc le projet BioVallée, vous voyez là quelques lignes. En fait, son objectif, c'était une volonté de co-construire une métropole rurale responsable, innovante et alternative qui place le développement durable au cœur des activités humaines, agricoles, économiques et culturelles. Il faut voir que ces deux fondateurs de BioVallée, qui sont dès le président dont je vous ai parlé et d'autres acteurs, étaient très portés par 1992, les accords de Rio et le développement durable. Développement durable dans sa dimension aménagement. La première vague de transition, elle est très aménagement du territoire. C'est-à-dire voir le territoire comme en fait un objet qu'il faut aménager dans le sens d'un impact ou non sur l'environnement. Donc le projet BioVallée, il est né il y a à peu près une quinzaine d'années pour vraiment se matérialiser il y a allez, une douzaine, 10-12 ans, autour d'un appel à projet régional qui a permis en fait d'avoir des financements et de se lancer en fait sur ces trois niveaux-là, renforcer les écoactivités, valoriser les bioressources existantes et être un territoire école de dimension nationale. Si les deux premières se sont bien faites, le troisième en fait, est quasiment inexistant et c'est peut-être aujourd'hui, en fait, qu'il est en train de plus se développer. C'est-à-dire la dimension école, la dimension territoriale et vous avez vu, je suis en train d'en parler. Juste pour vous spécifier, moi, je suis un peu ce qu'on appelle une phase 2 dans ce projet. C'est-à-dire, je suis la génération d'après qui arrive, qui reprend un peu d'appropriation, en fait, de ce projet de territoire, qui est dans un gros travail de transmission avec les anciens pour essayer de comprendre quelle a été l'origine, on va dire, de tout ça, quelle a été la mémoire de tout ça. Donc c'est pour ça que c'est moi aujourd'hui qui vous parler de ce projet. C'est aussi parce qu'on est dans un moment de passage entre des anciens qui sont en train de quitter leur place politique et en même temps une volonté que ce ne soit pas le politique en fait qui porte le projet de territoire, mais l'ensemble des acteurs qui sont sur le territoire. Donc aujourd'hui, ce qui est très intéressant dans la vallée de la Drôme, c'est que BioVallée est un vrai en fait une vraie concentration de projets d'innovation liés à la transition écologique. Et ça, c'est assez hallucinant. Et c'est un peu pour ça en fait que bah, je vous passe tous les objectifs de BioVallée, je vais y revenir, si je vais vous parler juste de ça. C'est pour ça qu'en fait, on s'est positionné à plusieurs, à travers l'association BioVallée, à travers un projet qui s'appelle le Territory Lab, sur essayer de comprendre pourquoi ce territoire était aussi dynamique et aussi vivant sur les questions en fait, de transition territoriale ou de résilience pour certains, vous le disiez, avec des enjeux de biodiversité. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que la vallée de la Drôme, quand ils ont développé ce projet de territoire BioVallée, ce qui a été assez extraordinaire, c'est que vous avez eu un retour d'une biodiversité très forte, en fait, avec des populations d'animaux ou d'insectes qui avaient disparu. C'est-à-dire que le soin qu'ils ont pris en fait, au territoire a permis, et les choix qu'ils ont pris, ont permis le retour en fait, de nouvelles espèces. Mais ils n'ont jamais positionné la biodiversité comme un objectif. C'est-à-dire qu'ils ont plus travaillé en fait, au contexte qui permettait en fait, à la biodiversité de pouvoir s'exprimer sur notre territoire. Et quand on parle biodiversité, il faut la voir dans la diversité peut-être des non-humains et des humains, pas uniquement en fait, des non-humains. Et si bon, je reviens là-dessus. Donc du coup, il y a eu pendant une dizaine d'années sur la vallée de la Drôme un gros déploiement, on va dire infrastructurel, assainissement des eaux, grosse dynamique, d'éco-construction, un travail autour des énergies renouvelables, un travail autour de l'agriculture biologique. Et parallèlement à ça, ils ont eu l'idée de se dire: «Bon, bah, si on fait un territoire, écolo, on peut peut-être travailler sur une forme de marketing territorial qui serait de dire: "Et si on créait une marque BioVallée?"» Donc une marque produit, non pas une marque territoire. Cette marque, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils l'ont lancée, ils ont créé une association et dans cette association, ils ont mis uniquement ceux, qui pensaient être intéressés par la marque, c'est-à-dire les collectivités parce que c'était elles, en fait, qui ont porté le projet BioVallée. Donc il y avait une notion quand même de préserver, on va dire, le pouvoir autour, en fait, de l'objet BioVallée et de l'autre côté, les entreprises. Puis ça n'a pas très bien marché. Pourquoi? Parce que qui dit marketing territorial dit, en fait, communication derrière et un territoire rural et des intercos, elles ne savent pas communiquer, c'est pas leur truc. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'inconsciemment, ils ont sans doute créé un objet qui est cette association BioVallée dont le rôle aujourd'hui est d'animer le projet Territoire BioVallée, mais un objet qui est en train de se transformer comme en fait un outil d'une nouvelle type de gouvernance territoriale. J'entends par là une gouvernance territoriale dont l'ensemble des acteurs en fait, se sentent portés par les valeurs de BioVallée pourraient en fait participer aux soins de ce territoire. Donc aujourd'hui, l'association, elle a évolué, elle s'appelle plus l'association en fait de la marque BioVallée, elle s'appelle l'association BioVallée. Et du coup, il y a 2 autres collèges en fait qui se sont créés en plus des institutions, collectivités, entreprises,
il y a aussi associations et habitants. Et donc, c'est devenu le lieu commun de l'ensemble des acteurs du territoire, quels qu'ils soient dans leur profil, pour dynamiser en fait la transition du territoire. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que s'il a lieu, malgré tout, le pouvoir est resté aux mains des intercos, parce qu'il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, ce projet, ou en tout cas cette association, et ce qui est très intéressant, a un modèle économique qui est axé sur 1 € par habitant donné par les intercos, c'est-à-dire les collectivités. Et donc ça, mine de rien, ça met tout le monde dans une dimension de pouvoir. C'est que si une interco, et c'est déjà arrivé en amas en fait, du projet BioVallée, veut se retirer, ça fait un trou, on va dire, dans le budget, on va dire, de l'association. Donc du coup, cette association, elle est intéressante parce qu'elle est les prémices de quelque chose de différent qui pourrait se passer sur les territoires, sur l'aménagement, mais aussi sur la culture, sur l'économie. Là où aujourd'hui, les intercos, en tout cas les collectivités, les élus, ont souvent un rôle en fait d'infrastructure, donc de soins des infrastructures et des flux. On se rend compte que les entreprises ont souvent un rôle d'emploi et d'économie, que les associations ont souvent un rôle de lien social, mais pas que, aussi de dynamisation de projets nouveaux, et que les habitants ont des envies en fait de participation très fortes. Voilà, donc il y a un objet qui s'est créé dans BioValley, qui a été en fait cette association, qui se trouve là au milieu aujourd'hui d'une espèce d'énergie un peu contradictoire, d'une envie en fait d'une nouvelle gouvernance territoriale, mais d'un besoin en fait d'accompagner, on va dire, un changement de posture à la fois des élus, mais aussi des habitants pour qu'ils apprennent à prendre parole, des associations pour qu'elles arrêtent des fois de se sentir illégitimes, voire d'être un peu trop revendicatrices. Enfin, voilà, il y a des enjeux comme ça. Il me reste 40 secondes, donc je vais terminer là-dessus. Donc aujourd'hui, on va dire qu'on est dans une phase 2 du projet de territoire BioVallée qui est très axé sur le faire ensemble, c'est-à-dire faire culture sur le territoire. Le territoire étant vu, étant perçu comme le seul endroit de notre commun aujourd'hui, et peut-être en fait le meilleur endroit, la meilleure échelle en fait pour faire la transition dans un regard à la fois local et global. Et nous, en fait, ce qu'on a voulu faire avec le Territory Lab, je reviens là-dessus, c'est une recherche, action, transmission. Notre objectif en tant qu'acteur, c'était de se dire euh, quel nouveau type de structure ou de projet peut aider en fait à redynamiser la résilience du territoire. Notre point de vue, c'était de se dire, je suis arrivé à mon temps, je vais clôturer là-dessus. Notre objectif, c'était de se dire, peut-être que la vallée de la Drôme, avec son projet BioVallée, est une première phase de résilience ou de transition. Mais comme tous les projets, vous savez, ça monte et puis ça redescend et il faut des nouvelles énergies en fait pour redynamiser. Et donc, ça a été de se dire quel catalyseur pourrait redynamiser, on va dire, le projet de territoire. Donc, c'est ce qu'on a créé à travers le Territory Lab. Et notre enjeu, c'était de se dire comment on arrive à, à faire une montée en puissance culturelle sur la question de la transition sur notre territoire pour pouvoir emmener plus d'habitants, plus d'associations, plus d'entreprises dans ce projet de territoire qui est BioValley. Je vais parler un petit peu moi du bio, mais plutôt en Wallonie, du secteur bio. Alors effectivement, on a présenté ici un très beau projet de société et c'était très, très passionnant. J'espère être aussi captivant au niveau de ma présentation. Je vais essayer. Donc tout d'abord, moi je suis donc directeur de Biolonie, qui est une structure d'encadrement du secteur bio en Wallonie. Et donc je vous présenterai rapidement un peu ce qui est Bio-Wallonie. Il y a 3 pôles opérationnels au niveau de Biolonie. Un pôle qui s'occupe de l'encadrement technique des producteurs en conversion ou qui sont déjà en bio. Il y a un pôle développement de filières pour développer toutes les filières de valorisation des productions en bio. Il y a un pôle alimentation durable qui n'est pas exclusivement bio, mais qui a pour vocation d'emmener notamment les collectivités vers une alimentation durable. La présentation qui va un peu vite. Et puis alors, il y a un pôle administratif qui reprend également le RH, la communication et l'informatique. Donc, les grandes missions de Biolonie, c'est l'encadrement à la conversion et l'encadrement technique des producteurs. Donc, il y a toute une série de conseillers techniques qui peuvent se rendre en ferme pour accompagner les producteurs dans leur travail quotidien. Et donc, sur le site Internet, il y a un outil qui permet de trouver quel conseiller technique est valable pour telle compétence et pour telle région. Ils vont aussi aborder toute une série de formations professionnelles pour les producteurs, plus en groupe avec des coins de champ, des visites, des démonstrations de machines, l'encadrement de CETA. Évidemment, on va apporter aussi tous les éléments réglementaires, une vulgarisation de la réglementation et une vulgarisation de la recherche, de manière à ce que les bénéficiaires, les agriculteurs, puissent disposer d'outils qui leur permettent de fonctionner correctement.
Donc là, j'ai parlé du développement de filières. Dans les missions de base, il y a tout ce qui est gestion des bases de données et analyse statistique. Il y a de l'accompagnement des acteurs, il y a de la vulgarisation, il y a une mercuriale des prix qui est en cours de développement et il y a des études sectorielles qui sont réalisées régulièrement de manière à avoir une vue globale du développement du secteur bio sur la région. Enfin, il y a le pôle alimentation durable, dont on a parlé aussi, qui vont, eux, donner des formations aux professionnels des collectivités de manière à pouvoir travailler avec des produits frais, avec des produits locaux également, de saison, et engager les collectivités vers des démarches plus durables, et ça en lien notamment avec le fameux Green Deal wallon. Donc, nous avons une communication avec des fiches techniques qui sont disponibles sur le site internet. Nous avons aussi un magazine qui est édité 6 fois par an et qui aborde chaque fois une thématique propre au secteur bio. Et enfin, nous avons des outils donc, de vulgarisation de la réglementation. Alors, je vais directement entrer dans l'évolution de la production bio en Wallonie avec des chiffres qui sont de 2019. Les chiffres 2020 ne sont pas encore complètement compilés et donc ils vont être analysés et ça arrivera aux alentours du mois d'avril ou du mois de mai. Très rapidement, en Wallonie, nous avions au 31 décembre 2019 donc 1816 fermes en bio. On voit que c'est une augmentation constante depuis 2008, c'est quasiment linéaire. Donc, c'est un secteur qui se développe très bien en Wallonie. On voit ce que ça peut donner au niveau des hectares. On a aussi une évolution du nombre d'hectares en 2019. Et on a ici la répartition des fermes par province. Et on voit que toutes les provinces ne sont pas égales en termes de nombre de fermes bio. La dia suivante sera peut-être plus claire. On a ici une dia qui présente en fait la répartition des surfaces bio sur le territoire wallon. Et donc, plus c'est vert foncé, plus il y a une surface agricole utile qui est en bio par rapport à la surface agricole utile totale. Et on voit ici qu'il y a 2 communes qui sont au-dessus de 50% de leur surface agricole en bio, mais on voit vraiment toute cette zone-ci qui est quand même bien représentée en termes de production bio. Et on s'approche ici, sur la droite, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, la zone qui vous intéresse plus dans la journée d'aujourd'hui. En général, au niveau du développement du secteur bio, ce sont surtout les fermes en polyculture élevage, donc des fermes où on va avoir à la fois de l'élevage, quelques cultures et beaucoup de prairies. Pourquoi? Simplement parce que ce sont des fermes qui peuvent être facilement en autonomie au niveau des flux de matière sur la ferme, et donc c'est des fermes qui sont plus facilement adaptables au secteur bio, puisque le but, c'est de viser une autonomie des flux au niveau de la ferme, justement. Donc, ensuite, on a depuis 3-4 ans maintenant un développement aussi des fermes en grande culture. Donc, on va retrouver notamment dans la région de Hesbaye et puis dans un second temps dans la région du Hainaut, qui se sont développées beaucoup moins rapidement que les fermes en polyculture élevage. Une des raisons identifiées, c'est le fait que c'est beaucoup plus difficile de passer ces fermes en bio par rapport à la gestion de l'enherbement notamment. Maintenant, les méthodes mécaniques de désherbage permettent d'arriver à un résultat performant. Et donc, on voit quand même de plus en plus de fermes passer en bio au niveau de ces régions-là également. La répartition des surfaces bio, principalement, on va trouver des prairies. Donc, à plus de 75%, ce sont des prairies qu'on va retrouver. Et puis alors, il y a environ 1/5 des surfaces qui vont être des grandes cultures, donc tout ce qui est céréales et assimilé. Et puis alors, on va avoir 3-4% de légumes, fruits et autres cultures. Donc ça, c'est global pour la Wallonie. La répartition des grandes cultures, donc ça représentait les 20% qui étaient repris dans le diagramme précédent. On voit qu'on va principalement retrouver des céréales et assimilés. On a fait un petit détail ici des différents types de céréales qu'on pouvait trouver. Puis on va voir quand même qu'il y a aussi des cultures fourragères qui vont aussi reprendre des céréales.
mais qui sont à destination vraiment des animaux. Alors, on voit quand même qu'il y a un secteur de la pomme de terre qui est bien développé également. Alors, on va avoir protéagineux, donc pois protéagineux principalement, ou soja par exemple, et puis alors des oléagineux pour la production d'huile. Voilà globalement comment sont répartis les différents types de production bio sur le territoire wallon. On a aussi des animaux sur la Wallonie en bio également. Ici, on a simplement fait une répartition des vaches laitières en bio pour montrer quand même que c'est sur la province de Liège et dans la région ici considérée qu'on va retrouver un maximum de bovins donc, bio, avec la moitié des animaux, des bovins bio qui sont situés sur la province de Liège. J'essaie de faire ici pour la présentation aujourd'hui un petit zoom sur l'arrondissement de Verviers. C'est un peu l'objet de la réunion pour donner quelques indications par rapport justement à ce qui peut être imaginé. Et donc, tout simplement, repris les surfaces bio par province. Les surfaces bio sont les surfaces en vert chaque fois sur le graphique. Donc, pour chacune des provinces, on va avoir les surfaces agricoles en conventionnel qui sont en bleu et les surfaces bio qui sont reprises en vert. Donc, on voit que pour la province de Luxembourg, on est aux alentours de 22% de la surface agricole utile qui est en bio. Pour la province de Liège, on est plutôt à 10-11%. Et alors, pour les provinces suivantes, en Namur, on est plutôt à 7%. Et pour les provinces du Brabant et du Hainaut, on est beaucoup plus loin en termes de développement du secteur bio, donc plus en retard, je veux dire, par rapport au développement du secteur bio. Ensuite, on va zoomer directement sur la province de Liège et arriver sur l'arrondissement de Verviers. Et là, la surprise, effectivement, est de voir qu'au niveau de l'arrondissement de Verviers, il y a en 2019 donc 22% des surfaces agricoles qui sont en bio. Donc déjà, c'est beaucoup plus que les 3 autres arrondissements en fait de la province, donc de Oui, de Liège et de Waremme, qui sont avec des valeurs qui oscillent autour de 5 à 1% de la surface en bio. Donc effectivement, on voit qu'il y a un potentiel quand même plus important au niveau de l'arrondissement de Verviers. Alors on a fait l'exercice aussi par commune, donc de la province, de l'arrondissement de Verviers. Et donc, les communes sont classées en fait par ordre de pourcentage de production bio par rapport à leur surface agricole utile. Donc, on voit ici, arrive en tête, Stavelot avec près de 50% de sa surface qui est en bio. Donc, c'est quand même un score assez honorable. Je pense qu'au niveau de la région wallonne, on doit être en 3e ou 4e position. C'est quand même assez intéressant. Et donc, on peut voir effectivement des communes comme Trois-Ponts, Stoupemont, Malmedy, Hameul, enfin, je dirais jusqu'à Wem, où on a quand même un pourcentage de bio non négligeable, et puis ça diminue au fur et à mesure qu'on arrive à droite avec Aubel, qui est la plus petite surface en bio par rapport à la surface agricole utile. Et je pense que c'est la plus faible surface tout court en bio. Donc voilà un petit peu comment se répartit sur votre zone les terres bio. L'exercice suivant a été de nouveau par commune d'identifier ce qu'il y avait comme type de production, et sans grande surprise, on constate que c'est principalement les prairies permanentes qui vont couvrir les surfaces en bio sur chacune des communes. On voit quand même des communes qui vont avoir aussi un volume non négligeable en céréales et associés. Donc tout ce qui est maïs, etc., ça a été classé aussi dans les céréales. Donc, on voit ici typiquement la commune de Hameul, Burkeland, un petit peu Herve, Lierneux, Malmedy, Saint-Vith, Stavelot et Stoumont, où il y a quand même une part de céréales, mais c'est nettement inférieur à la moyenne de la région wallonne en termes de surface de grande culture ou autre. Donc, on est vraiment dans un modèle type polyculture élevage avec des fermes basées essentiellement sur les prairies. Donc voilà, ça c'est pour les surfaces bio. Je l'ai ramené simplement aussi, ce graphique-là, avec 100% chaque fois de la surface pour avoir une vision plus claire de la répartition des différentes productions.
Je pourrais vous transmettre ces informations-là si vous le voulez, en sachant que nous, on sort les chiffres sur base des déclarations PAC. Le maraîchage particulièrement est mal représenté sur ces tableaux-là, donc c'est un biais par rapport aux chiffres qui sont présentés, dans la mesure où toutes les surfaces ne demandent pas forcément d'aide et donc ne sont pas forcément considérées. Et donc quand on prend les chiffres globaux, on arrive avec un tout petit peu plus de bio globalement, mais on le sait, c'est un biais. Ceci a juste une valeur qualitative plutôt que quantitative stricte. Maintenant, brièvement, les filières biologiques, donc pour voir un petit peu quel est l'équilibre entre l'offre et la demande, on est dans une demande qui est croissante au niveau des consommateurs. C'est en général la demande qui porte un peu le développement du secteur bio. Néanmoins, donc il y a tous les défis par rapport au secteur bio, il y a quand même cette volonté de toujours équilibrer l'offre et la demande pour toutes les filières. C'est un élément important. J'ai envie d'attirer un petit peu l'attention ici sur le fait qu'au niveau de la région, il y a une très grande ambition de développement du secteur bio avec la volonté du politique d'arriver à 30% de la surface agricole utile en Wallonie à 30% à l'horizon 2030. Pour l'information, on est à 12% pour le moment. Donc, c'est un objectif qui est assez colossal quand même. Est lié à ça la mise en place d'un nouveau plan stratégique. Donc, et tout le travail de Biolonie notamment est basé sur une convention cadre avec la région donc, qui finance nos missions, qui est basée même sur un plan stratégique qui avait été rédigé en 2013 et qui prenait fin au 31 décembre 2020. Il y a un nouveau plan stratégique qui est en cours d'approbation au niveau du gouvernement, de manière à pouvoir accompagner justement cette transition vers 2030. Et j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'un défi de taille, ça ne va pas forcément être d'en pratique développer les surfaces en bio, mais de bien pouvoir assurer une valorisation de l'ensemble des matières produites. Parce qu'effectivement, s'il y a une production en bio, c'est important de pouvoir la valoriser également en bio, de manière à ce que chacun puisse s'y retrouver et avoir une activité rémunératrice pour l'ensemble des acteurs. Il y a donc toutes les filières en bio ne sont pas sur le même pied d'égalité. Il y a un secteur particulier où l'offre est largement supérieure à la demande. C'est le cas du bovin viandeux, où il y a effectivement une grosse partie de la production qui, à un stade de la production, repasse vers le secteur conventionnel. Il y a des filières qui sont à l'équilibre. C'est le cas de la filière des œufs et la filière du lait. On voit qu'il y a quand même une progression, mais on touche un petit peu la demande. Donc, il ne faudrait pas avoir un développement trop rapide pour ne pas déstructurer ou apporter des modifications au niveau ou à des équilibres en termes d'offres et demande. Donc ici, on reprend un petit peu les différentes laiteries existantes. On voit quand même qu'il y a un développement aussi au niveau de la gamme de produits. On a parlé de circuits courts en début de session ici, mais on se rend compte aussi qu'il y a quand même de plus en plus de grandes marques qui commencent à s'intéresser au niveau du secteur bio et qui proposent maintenant des produits bio, en ce compris au niveau des multinationales agroalimentaires. Donc, on prend Danone ici, qui propose aussi des produits bio. Donc, il y a des demandes. Par contre, les autres filières en général proposent une offre qui est inférieure à la demande. Donc, là, on parle des produits à base de lait de brebis et de chèvre. Au niveau des poulets de chair, il y a toujours un développement assez important de la demande et donc il y a toujours une croissance au niveau du secteur. Au niveau des porcs gras, là, on est avec une offre qui est inférieure à la demande, mais ce n'est pas forcément un secteur dans lequel il est facile d'être rentable par rapport aux producteurs. En plus, on a eu la peste porcine qui est passée par là et qui a mis à mal certaines exploitations. Au niveau des agneaux viandeux, là, il y a une demande très soutenue également. Au niveau des céréales, il y a quand même une grande demande pour tout ce qui est valorisation à destination humaine. Donc, il y a une grosse part de la production des céréales qui est dédiée au feed, donc à l'alimentation des animaux, mais il y a une place à prendre importante au niveau de l'alimentation humaine. Ce qui fait parfois peur au secteur, c'est l'augmentation de la concurrence étrangère par rapport à l'importation de céréales bio sur le territoire.
qu'on constate quand même beaucoup moins en France de manière générale. Au niveau des fruits, il y a toujours une demande aussi. Pareil pour les légumes plein champ. Par contre, on attire toujours l'attention sur le fait que quand on parle de légumes plein champ, il faut relativement peu de surface pour changer fondamentalement l'équilibre offre-demande. Et donc, il y a toujours besoin de faire attention à la quantité qu'on va pouvoir apporter sur le marché. Parce qu'effectivement, si on ajoute 15 hectares de production de carottes, on peut déstructurer complètement l'équilibre offre-demande. Et c'est un élément à considérer aussi pour le secteur du maraîchage, puisque quand on a des producteurs plein champ qui se mettent en place ou qui passent en bio et qui vont se spécialiser dans certains légumes, ben, on a peut-être une concurrence qui peut apparaître avec certains maraîchers ou certaines parties ou certains éléments de la gamme des maraîchers diversifiés. Donc, il y a toujours une demande aussi pour les produits de maraîchers malgré tout. Voilà, et je suis disponible pour toutes les questions éventuelles. Donc, voilà, donc, on m'a demandé de parler de la vallée de la Vesdre en tant que représentant du département de l'environnement et de l'eau, et donc sur la question de la qualité de l'eau, et en lien avec l'agriculture. Alors, je l'ai accepté d'autant plus volontiers que j'ai habité pendant 7 ans dans le petit village que vous voyez ici, que certains peuvent peut-être reconnaître, hein, qui est Frépont, et mon épouse venant d'Ouigné, je connais un petit peu le coin, et je salue les quelques personnes que je connais aussi dans les participants. Alors, pour moi, sur la qualité de l'eau, il faut partir du cadre. Et donc, le cadre de la vallée de la Vesdre est un cadre évidemment naturel, exceptionnel. On part d'un petit morceau de Scandinavie perdu au cœur de la Belgique ou à l'est de la Belgique, à 600 mètres d'altitude, avec l'Ertogenwald, avec les Hauts-de-Fagne, un plateau tourbeux. Et 73 km plus loin, on arrive à 60 mètres d'altitude, avec la Vesdre qui se jette dans l'Ourthe, près de la Meuse, sur des grès calcaires, après avoir parcouru une vallée encaissée. Donc, on a un cadre, un contexte remarquable. Et à ce contexte correspond une histoire mouvementée, sensiblement différente, effectivement, de celle de la Drôme, même si on peut trouver des points communs. J'aime quand même bien de rappeler qu'historiquement, jusqu'au début du 19e siècle, la réputation de la Vesdre était d'être une rivière très poissonneuse, une des rivières les plus poissonneuses à plusieurs centaines de kilomètres à la ronde. Et comme pour la Berwyn, hein, autre rivière du plateau de Herve, il y avait tellement de saumon que les saisonniers flamands qui venaient travailler dans la région demandaient à ne pas avoir du saumon plus de X fois par semaine. Donc, on se rend compte que le contexte était sensiblement différent. L'essor industriel est passé par là, donc on est dans une région d'échange et fort axée sur l'échange. Verviers, Cité de la Laine s'est développé et la Vesdre est devenue un égout à ciel ouvert pendant plus d'un siècle. Et puis, les grosses étapes de réhabilitation sont évidemment la construction des stations d'épuration de Membach, Ouigné puis Gaufontaine. En 6 ans, on a installé une capacité d'épuration énorme et donc la qualité de l'eau s'est sensiblement améliorée depuis lors et continue à s'améliorer. Alors, où en sommes-nous? On m'a demandé effectivement les chiffres. D'abord, un petit mot sur les eaux souterraines. Au stade actuel, les masses d'eau souterraines correspondantes sont déclassées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas considérées comme étant en bon état pour un critère principal qui est la teneur en nitrate. Une teneur en nitrate trop élevée et avec une différence sensible entre ce qui se passe au nord du pays, au nord de la Vesdre, donc dans le plateau de Herve, par rapport au sud de la Vesdre. On sait que le plateau de Herve est un lieu d'élevage intensif, avec essentiellement des prairies. Au sud de la Vesdre, on a une proportion de bois beaucoup plus importante et l'élevage est un peu moins intensif. Il y a un bon signal, c'est-à-dire qu'on a une inversion de tendance qui est assez marquée depuis quelques années et les perspectives sont d'atteindre le bon état. Qu'est-ce que ça veut dire le bon état? Ça veut dire effectivement d'atteindre un seuil minimum
indispensable en application d'une directive qui est notre maître au niveau du département, qui est la directive cadre eau, qui est une directive européenne de 2000, qui avait des échéances, qui fixait aux États membres des échéances pour atteindre le bon état. Au départ, c'était 2015 et puis ça a été postposé. Et donc, l'échéance actuelle, c'est que toutes les masses d'eau atteignent le bon état en 2027. Les perspectives actuelles montrent que pour les eaux souterraines, on pourrait atteindre le bon état des eaux souterraines en 2027, si on poursuit ou si on accentue légèrement la tendance actuelle. Et un des éléments pour poursuivre ou accentuer la tendance actuelle, c'est la mise en place de contrats de captage. Et cette année-ci, il y a un contrat de captage sur le captage de Chabot-Cornès, qui est le dernier des captages d'eau en activité, qui a encore une teneur en nitrate supérieure aux 50 mg par litre, qui sont la norme européenne. Pour les eaux de surface, c'est un peu plus compliqué. Donc, on a de très nombreux indicateurs en matière de qualité des eaux de surface. On a les indicateurs limnimétriques, physico-chimiques, biologiques. On a l'hydraulique du cours d'eau. On a toute une série de données qui sont rassemblées. Et donc, les données que je vais vous présenter sur la dia suivante sont les données de 2018. Alors, vous n'allez pas pouvoir lire tout, mais vous voyez les couleurs, j'imagine. Avec les différentes masses d'eau, puisque dans la directive cadre eau, on travaille par masse d'eau. Il y a les différentes masses d'eau qui constituent la vallée de la Vesdre. Et il y a la qualité écologique, biologique, macropolluants et polluants spécifiques. Vous voyez que pour les polluants spécifiques, ça va à peu près, sauf le ruisseau de Ruif. Pour les macropolluants, c'est déjà plus nuancé. Ce qui est idéal, c'est évidemment quand on est en bleu. En gros, ce qui est en bleu, c'est ce qui sort des fagnes. Dès qu'on arrive dans des zones plus peuplées, avec beaucoup plus de population, activité industrielle, activité agricole, on sort du bleu, on passe dans le vert. Mais le vert est acceptable en termes de directive cadre eau. L'enjeu n'est pas d'avoir du très bon partout. L'enjeu, il est double, d'avoir du bon partout et de ne pas avoir de dégradation. C'est-à-dire que ce qui est en très bon doit rester en très bon. Et vous voyez que on est plutôt dans le jaune, on est parfois dans l'orange et on est même quelquefois dans le rouge. Ça veut dire que ces situations-là, théoriquement, en 2027, tout ça devrait devenir vert. On n'est pas sur une voie qui permet d'y arriver. Donc, on doit faire des efforts supplémentaires par rapport à ce qui se passe pour le moment. Alors, quand on regarde certains facteurs des paramètres, ce qu'on appelle des paramètres déclassants, j'ai repris les principaux paramètres déclassants dans les masses d'eau de surface de la vallée de la Vesdre, et on voit que typiquement, on a les deux premiers paramètres qui sont des paramètres liés au phosphore et les 4 suivants qui sont liés à l'azote. Donc, il n'y a pas de miracle, le phosphore et l'azote. Le phosphore est le principal élément qui provoque l'eutrophisation des cours d'eau. Donc, souvent, l'azote, malheureusement, est en quantité telle que le niveau d'azote est trop élevé par rapport à la vie équilibrée des cours d'eau. Et donc, l'eutrophisation, elle est liée à un autre facteur limitant qui est le phosphore. Donc, c'est parce qu'on dépasse un seuil de phosphore qu'on arrive à une eutrophisation, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas diminuer aussi, évidemment, les teneurs en azote sous différentes formes. Donc, on a un problème avec le phosphore et l'azote. Et bon, le phosphore, vous vous souvenez, pour les plus anciens d'entre vous, on parlait des phosphates dans les lessives. C'est lié aux activités humaines et aux activités agricoles. Et il en va de même, évidemment, pour l'azote, avec un poids souvent plus élevé pour les activités agricoles. Il faut savoir que dans les normes, on considère qu'un humain produit 10 kg d'azote par an, tandis qu'un bovin en produit une centaine. Une vache laitière en produit une centaine. Donc, voilà un petit peu la situation. Donc, manifestement,
il y a des pressions agricoles qui restent fortes. Et donc, j'entends les ambitions tout à fait louables en termes de ceinture alimentaire, en termes d'autonomie. Il faut quand même se rendre compte que la surface agricole du bassin de la Vesdre, c'est à peu près 18 000 hectares, donc 25% de la surface du bassin versant. Mais ça représente plus de 50% de la surface sur la partie nord de la Vesdre, donc côté pays d'Herve. On a essentiellement des prairies, on a effectivement près de 90% de prairies complétées par du maïs. On a un bétail laitier qui est un élevage en fait intensif dans de petites exploitations. Il faut savoir que l'élevage en Wallonie présente des charges en bétail extrêmement élevées. Et l'éleveur wallon n'en a pas conscience. On peut discuter si c'est une méconnaissance ou un déni, peu importe. Il n'en a pas conscience parce qu'il regarde ses voisins flamands et hollandais. Et les voisins flamands et hollandais ont encore des charges en bétail 2 fois plus élevées que les charges en bétail wallonnes. D'où le sentiment de dire que chez nous, on pourrait encore intensifier. Mais si on se place à une échelle un peu plus macro au niveau européen, incontestablement, la région wallonne est dans le top 10 en termes d'intensification de l'agriculture, que ce soit en termes de charge en bétail, utilisation de fertilisants, utilisation de pesticides, peu importe les indicateurs. Donc, on est dans une région d'agriculture très intensive, mais qui s'ignore en partie, ce qui peut expliquer que résoudre les problèmes de qualité de l'eau n'est pas simple et entraîne des tensions, évidemment, ce qui explique qu'effectivement aussi, on a désigné le pays d'Herve en zone vulnérable en application d'une autre directive européenne, qui est la directive nitrate, qui date, elle, de 1991. Donc, il y a moyen d'améliorer la situation. La situation s'améliore ponctuellement, s'améliore partiellement, mais elle s'améliore au stade actuel à un rythme beaucoup trop lent. Au niveau des pesticides, un petit mot quand même, par rapport à la qualité de nos eaux, il reste 3 produits qu'on trouve en quantité trop importante. La cypermétrine. Donc, la cypermétrine est un insecticide qu'on utilise un peu partout, qui est très largement répandu, aussi bien en agriculture que dans les produits de bâtiment, et qui est un insecticide qui présente une rémanence très longue. Et donc, dans la Vesdre, en aval de Verviers, dans le bas de la Hogne, on retrouve des niveaux de cypermétrine supérieurs aux normes. On retrouve encore, et donc c'est quelque chose auquel il faudra s'attaquer et qui est un problème, je pense, important. On retrouve encore du dichlorvos. Alors, c'est un insecticide qui est interdit depuis 2008. Mais malheureusement, c'est un insecticide qui a aussi une très longue rémanence, notamment dans les boues, dans les vases. Et on trouve du tributyléthylcation, qui n'a rien à voir ou très peu à voir avec l'agriculture, puisque c'est un produit qu'on trouve essentiellement dans les peintures. C'est aussi un produit qui est interdit depuis 2008, mais comme le dichlorvos, c'est un produit qui a une très très longue rémanence et donc on va retrouver dans les boues pendant très très longtemps. Alors, au niveau des améliorations, parce qu'il y a des améliorations, il faut savoir qu'il y a un beau travail et même un travail remarquable qui est fait. La Vesdre était une des premières rivières de Belgique, voire d'Europe, dont les berges ont été colonisées par des plantes invasives. Et on sait qu'aujourd'hui, on doit mener une lutte active contre les plantes invasives. On pense notamment à la balsamine de l'Himalaya, à la berce du Caucase. Et il y a une lutte qui est menée, notamment coordonnée par le contrat de rivière Vesdre, et qui est efficace et qui est remarquable. Et donc, les populations de balsamine de l'Himalaya, de berce du Caucase, sont en train de chuter. On a aussi une amélioration sensible de la faune piscicole, avec une multiplication du nombre d'individus, donc un développement des populations d'espèces qui sont plus ou moins tolérantes à la pollution, donc qui n'avaient jamais totalement disparu, les vairons, loches, épinoches, goujons, etc. Mais aussi, et c'est ça qui est quand même un indicateur particulièrement intéressant, d'espèces beaucoup moins tolérantes, voire sensibles et exigeantes, parmi lesquelles des espèces protégées au niveau de la directive Natura 2000, comme le chabot, la lamproie
On a aussi le saumon, anecdotiquement peut-être pour le moment, mais pourquoi pas un peu plus tard, le barbeau, l'anguille. Pour le saumon comme pour l'anguille, la question des obstacles, évidemment, à la remontée des animaux est une question importante. Et surtout, un redéveloppement remarquable des populations de l'ombre, l'ombre qui est vraiment le poisson caractéristique d'une rivière comme la Vesdre, qui en avait pratiquement disparu. On avait encore quelques truites qui vivaient dans les affluents et qui parfois redescendaient dans la Vesdre, mais c'était assez rare. Et l'ombre avait pratiquement disparu et on la retrouve maintenant de façon quasi généralisée. Donc ça, ce sont quand même des signes intéressants. En conclusion, je dirais que le potentiel de la vallée est énorme, qu'on peut avoir de gros espoirs, qu'on est parti dans la bonne direction, mais que incontestablement, au stade actuel, les progrès en termes de qualité de l'eau sont encore trop lents. Il reste du chemin à parcourir, il reste des efforts à amplifier, et c'est probablement un des défis, effectivement, des démarches locales, avec une vallée qui doit arriver à se positionner. On parlait de territoire vivant tout à l'heure. Il est clair que la vie de la rivière est un élément essentiel dans la vie d'une vallée, mais l'aspect socio-économique, socio-culturel est déterminant, et affirmer un territoire vivant quand on est aussi la banlieue de Liège, Aix-la-Chapelle ou Maastricht, c'est vraiment un défi important à relever. Un dernier aspect que je voulais souligner, c'est que du point de vue agricole, on parle volontiers effectivement de circuits courts, d'alimentation locale, et on imagine tout de suite les fruits et légumes, mais comme Philippe Grognat l'a bien montré, en termes de territoire, les fruits et légumes, ça reste quelque chose d'assez marginal. Bon, qu'on soit à 1%, à 2% ou à 5% de l'espace agricole, ce ne sont pas les productions de fruits et légumes qui dessinent le territoire. Et ça, je pense qu'il faut y être bien attentif. A fortiori, quand on est dans des régions où, on l'a vu, on est à 90% pratiquement de prairies, ce qui est lié à une histoire, mais ce qui est lié aussi quelque part à une aptitude à la production. Il est clair qu'il est plus facile de développer des productions maraîchères autour de Liège qu'à proximité des Hauts-de-Fagne. Voilà, merci, j'ai essayé d'aller relativement vite. J'espère que c'était suffisamment clair et j'attends vos questions.